Quelle est votre réaction concernant les événements tragiques survenus ces derniers jours? Événement tragique, je suppose que vous évoquez à la fois le drame qu'il y a eu donc dans le sud de la France, à Trèbes, avec cette prise d'otage qui s'est terminée par plusieurs morts et assassinats, avec un terroriste islamiste se réclamant plus ou moins de l'État islamique. D'abord, la première chose à laquelle on doit penser, c'est aux victimes et aux familles des victimes. Les victimes, il y a eu, je vais citer, Christian Medve, qui était boucher, Hervé Sosna, qui était maçon, Jean Mazière, viticulteur à la retraite, je crois, comme Hervé Sosna, et puis Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie. L'opinion publique s'est plus focalisée sur le sort de ce dernier, puisqu'il avait pris la place, il s'était offert pour prendre la place d'une femme qui était, je crois, caissière du Super U, et le lieutenant-colonel de gendarmerie s'est substitué à elle. En fait, il est allé au-devant de la mort, puisqu'il est mort, et semble-t-il d'ailleurs dans des conditions atroces. Il me semble qu'il a été plus ou moins égorgé avec une arme blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire face à des pareilles horreurs? Eh bien, d'abord s'incliner devant les victimes, bien entendu. Transmettre toutes nos condoléances les plus émues aux familles des victimes, aux conjoints des victimes, à leurs enfants s'ils en avaient, à leurs parents, leurs connaissances et leurs amis. Au-delà de ça, il faut évidemment saluer, et j'ai tenu à nous associer collectivement à l'hommage national qui a été rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie, Beltrame, puisqu'il est allé, on peut dire même presque au-delà de son devoir. Et c'est presque un sacrifice qu'il a fait de sa vie. Sa destinée m'a fait penser à celle d'un prêtre qui s'appelait Maximilien Kolbe, qui avait été, je crois, canonisé par Jean-Paul II, puisque, ayant été déporté à Auschwitz, il avait, de sa propre volonté, voulu remplacer un père de famille qui allait partir pour être exterminé. Et donc il était mort à la place de ce père de famille qui, lui, avait survécu au camp de la mort. Et donc, je crois, dans les années 2000, le pape Jean-Paul II avait canonisé Maximilien Kolbe, qui était un prêtre polonais catholique, je crois, de mémoire. Donc il y a un peu de cette destinée, et si je le dis, c'est que je crois que Arnaud Beltrame avait justement des convictions religieuses assez prononcées. Alors il y a eu un hommage national qui lui a été rendu avec un discours de bonne tenue, il faut le reconnaître, d'Emmanuel Macron. Donc toute la France a été évidemment très touchée par ce destin hors du commun, mais qui fait qu'on se rappellera encore longtemps du nom d'Arnaud Beltrame. Au-delà de cette émotion sur des personnes, il faut évidemment réfléchir à ce que l'on peut faire pour éviter ça. Je voudrais signaler au passage que, sauf à ce que j'ai rêvé, il me semble que voici plusieurs mois, le gouvernement avait fait passer de force un renforcement encore et encore et encore de la surveillance, des principes de surveillance du public, de la vidéosurveillance, avait pris, vous savez, il y avait eu ces décisions qui avaient été prises déjà sous Manuel Valls, d'avoir une espèce d'état d'urgence permanent. Et puis tout ceci a été en fait passé carrément dans la loi définitive, ce qui d'ailleurs contrevient à certaines orientations de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avions dit, j'avais dit, je me rappelle très bien à l'époque, que ce genre de décision risquait de nuire à nos libertés publiques collectives, sans pour autant empêcher si peu que ce soit les actes terroristes de la nature de ceux qu'on vient d'assister dans le sud de la France. La question est encore plus d'actualité maintenant. On voit que tout cet appareil répressif, finalement, et de surveillance, n'a pas empêché cette horreur. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense que lorsque nous arriverons au pouvoir, c'est tout à fait le genre de débat que l'on pourra avoir, et je rappelle que nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire, donc on peut très bien imaginer que les Français souhaitent poser des questions ou voir des suggestions sur le sujet.
On peut imaginer, par exemple, alors je sais qu'il y a un débat, ça a fait polémique, mais bon, par exemple, des peines de sûreté pour les criminels, des peines de sûreté qui soient vraiment incompressibles sur 30 ans ou même sur 40 ans. On peut imaginer également d'élargir les processus d'échéance de nationalité. Actuellement, la déchéance de nationalité est limitée dans certains cas. L'idée étant peut-être de l'accroître. C'est une idée qui est développée notamment à droite, mais aussi chez les gens de gauche. Ça fait typiquement partie, je pense, du genre de questions que l'on pourrait demander aux Français ce qu'ils en pensent. Il faut être sans pitié face à des actes aussi abominables. Parce qu'il faut, avant de penser à comment on va aménager la peine des criminels, il faut quand même penser d'abord aux victimes. Et notamment aux survivants, aux familles. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus s'empêcher de réfléchir aux raisons à l'origine de ces phénomènes. Et je crois avoir été, me semble-t-il, l'un des rares, sinon le seul candidat à l'élection présidentielle, à avoir replacé systématiquement ces questions de terrorisme dans un cadre plus global, qui est le cadre de la géopolitique internationale. Je rappelle quand même que le nombre d'actes terroristes en France s'est considérablement développé au cours des dernières années, dans la foulée de l'intervention de la France en Libye. La France a participé, aux côtés du Royaume-Uni, à la destruction du régime libyen de Kadhafi, qui n'était certes pas un grand démocrate, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à la place? Maintenant, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Ce sont des fuites éperdues. Je crois qu'il y a 70% de la population libyenne qui est partie. Ce sont des trafics de clandestins, avec notamment la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, qui se mêle de ça pour essayer de faire passer des migrants en France. Et puis, c'est un sentiment chez un certain nombre de nos compatriotes qu'il y a un deux poids, deux mesures en matière de politique internationale. Je pourrais dire la même chose avec ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie. Bien entendu, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même et encore moins de s'attaquer à des gens qui sont totalement innocents d'une situation internationale. Mais sur des esprits fragiles, des esprits passionnés, des esprits chauffés à blanc, eh bien, il est un peu inévitable que quelques personnes se laissent entraîner vers la folie meurtrière. C'est la raison pour laquelle je pense que non seulement il faut sévir, avoir une politique de répression lorsque des coupables sont arrêtés, ont été reconnus coupables, y compris peut-être, comme je le disais, en renforçant les peines de sûreté, donc la prison, quasiment une prison à vie, pas tout à fait, mais presque, y compris en envisageant des déchéances de nationalité, il faut aussi envisager d'avoir une politique étrangère et un État qui soit respectable et respecté par sa population. Si la France se mêlait de ce qui la regarde et cessait de se mêler de ce qui ne la regarde pas, si la France n'intervenait pas dans des guerres illégales, ou de façon plus ou moins subreptice, avec des conseillers ou avec des armes diverses et variées, si la France donnait le sentiment à tous les Français, comme aux peuples étrangers, qu'elle cherche la justice entre les peuples et les nations, j'ai la conviction, eh bien, que les phénomènes terroristes diminueraient et peut-être disparaîtraient. Car enfin, nom d'une pipe, la Suisse, qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, qui ne participe à aucune coalition militaire, ni pour aller bombarder l'Irak, ni pour aller détruire la Libye, ni pour aller saper le régime syrien, ni pour armer l'Arabie saoudite, pour aller bombarder le Yémen, ni pour fricoter avec l'émirat du Qatar qui finance Al-Qaïda. Eh bien, la Suisse ne connaît pas d'attentat terroriste que je sache. Il y a donc une responsabilité, une inconscience majeure
et une responsabilité dramatique qui incombe à nos plus hauts dirigeants, pas seulement M. Macron, mais également ses prédécesseurs, qui leur incombe parce que, en prenant des prises de positions internationales, en intervenant militairement contre le droit international public et sans accord et sans aval de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, d'une certaine façon, ils mettent le peuple français en danger. Ils mettent le peuple français sous un risque de représailles. Et tout le monde sait que le terrorisme, eh bien, c'est la réplique, l'arme du faible aux pauvres. Ceci ne justifie évidemment pas les actes terroristes, mais simplement, en tant que responsable politique et aspirant à devenir chef d'État, il faut avoir une posture de chef d'État et d'homme d'État, c'est-à-dire savoir où est l'intérêt du peuple français en toute hypothèse. Il n'y a pas eu que ce drame dans le sud de la France qui s'est déroulé au cours des derniers jours. Il y a eu cet assassinat épouvantable, sordide, de Mireille Knoll, une octogénaire, une femme de 85 ans, au visage sympathique, qui a été assassinée, d'après les éléments de l'enquête et d'après l'analyse du ministère de l'Intérieur, pour des motifs antisémites. Comme j'avais manifesté le soutien de l'UPR et mon soutien personnel à l'hommage national qui a été rendu au lieutenant-colonel Beltrame, j'ai jugé utile de participer personnellement à la manifestation qui a eu lieu à Paris pour de commémoration, de souvenir pour Mireille Knoll et de dénonciation de tout acte antisémite, comme d'ailleurs de tout acte raciste. Je suis allé à cette manifestation. Il y a eu des mouvements divers et variés. En fait, il y a eu un scandale, à droite puis à gauche. Moi, j'étais au milieu de la manifestation, on attendait de partir. Parce que lorsque M. Mélenchon est arrivé avec, j'ai cru voir, M. Corbière, M. Quétenins, etc., ils ont suscité un certain nombre de mouvements de réprobation de la part de la foule. Réprobation qui est allée quand même très loin, puisqu'ils ont failli en venir aux mains. Et en fait, les dirigeants de la France insoumise ont dû quitter le cortège sous les horions, les sifflets et les insultes. Même chose lorsque Mme Le Pen, pour le Front National, est arrivée d'un autre côté, où elle a subi la même chose, où elle a été obligée de rebrousser chemin. Pour ce qui me concerne, je n'approuve pas ce genre de conduite vis-à-vis de responsables politiques qui, qu'on le veuille ou non, sont des élus, qu'on le veuille ou non, voulaient participer à une manifestation de commémoration. Et je trouve qu'il est toujours, voilà, je pense que, enfin, c'est peut-être mon éducation chrétienne qui me fait penser ça, c'est que tout péché mérite miséricorde et qu'on doit toujours bien accueillir les ouvriers de la 11e heure. Donc je trouve que personnellement, les organisateurs auraient pu laisser défiler les responsables de la France insoumise, comme les responsables du Front National, comme moi j'ai pu défiler alors sans aucun problème pour ce qui me concerne. Je trouve que ça aurait été plutôt une marque de rassemblement et d'union nationale sur une juste cause. Pour ce qui me concerne, j'ai été effectivement... Alors moi, je ne suis pas du style à aller devant les caméras. Il y avait M. Wauquiez qui avait toutes les caméras devant lui. Et puis, quand les caméras, après l'avoir filmé pendant quelques dizaines de minutes, se sont éloignées, je ne suis pas sûr, j'ai pas passé mon temps à ça, je suis pas sûr que M. Wauquiez ait fait toute la manifestation. Moi, j'ai fait toute la manifestation et je ne suis pas allé me montrer devant les caméras. J'ai voulu manifester parce que je trouve que c'était une juste cause à laquelle il fallait montrer notre présence. Et j'ai eu la satisfaction de voir quand même beaucoup de manifestants qui me connaissaient. Et un petit peu comme quelques jours auparavant les syndiqués qui venaient me voir, mais là il y a eu quand même un certain nombre de personnes dans la foule qui sont venues me voir, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue, qu'ils avaient voté pour moi. J'ai fait des dédicaces, j'ai fait des photographies, j'ai même rencontré le chanteur Francis Lalanne, avec lequel j'ai parlé, qui m'a dit... D'ailleurs, il s'était manifesté lors de l'élection présidentielle. Il avait tenu sur moi des propos tout à fait sympathiques l'année dernière, je me le rappelais.
Donc, comme je ne le connaissais pas, on s'est rencontrés dans le cortège. Et il m'a dit qu'il trouvait que ce que j'avais dit était très bien, très juste. Alors il m'a dit qu'il part faire un concert en Chine et en Australie. Normalement, je le reverrai. Je pense qu'on aura une conversation à son retour en France. Voilà. Alors, je voudrais conclure tout ceci pour revenir sur ce qui est arrivé à Mélenchon et à Madame Le Pen, parce qu'ils ont été en fait accueillis par des insultes, des horions, en fait sur le thème qu'ils étaient des espèces d'antisémites qui s'ignoraient, d'extrême droite, etc. Alors moi je voudrais dire quelque chose, c'est que je trouve quand même qu'en France, on a quand même maintenant comment dirais-je, l'excommunication facile, et que désormais en France, on ne peut plus parler entre Français sans qu'aussitôt quelqu'un vous taxe d'extrême droite ou de complotiste ou de conspirationniste. Moi, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à être taxé d'extrême droite. Il y a encore d'ailleurs, sur tel ou tel magazine, on me classe et on classe l'UPR à l'extrême droite. C'est un véritable scandale. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui me connaissent et qui connaissent l'UPR et qui peuvent aller vérifier sur Internet, sur notre site, tout ce que j'ai pu dire ou écrire, et pas seulement moi, mais également les responsables de l'UPR. Je pense à Vincent Brousseau, à Charles-Henri Gallois, je pense à Antoine Cartago, qui est en matière diplomatique, je pense à Anne Limoges pour les questions d'éducation, je pense à Thibault Longeon, notre secrétaire général, enfin, je pense en fait à tout le monde, que l'on me montre un document, une phrase, qui puisse faire penser que nous sommes d'extrême droite. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur, qui est seul habilité pour donner une étiquette à chaque élection à laquelle nous nous sommes présentés, a examiné de près notre programme et nos analyses et nous a classés en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Un peu comme Macron. Sauf que Macron, il est au-dessus du clivage droite-gauche pour rassembler les Français vers l'abattoir, c'est-à-dire vers la destruction de la France et une Europe fédérale. Et nous, nous sommes l'anti-Macron. On veut rassembler, et on rassemble en effet, au-delà du clivage droite-gauche, pour rassembler les Français afin de sauver la France de cette destruction en la sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Le fait de vouloir sortir de l'Union européenne n'étant en rien quelque chose d'extrême droite. Je pense par exemple à une personne que je connais, qui est un ami, Jean Lévy, qui est au comité Valmy, qui s'est exprimé il n'y a pas très longtemps, parce que lui aussi, pourtant venant du Parti communiste, très à gauche, a été qualifié d'extrême droite par certains parce que l'on voulait sortir de l'Union européenne. Et j'avoue que je n'admets pas, je ne supporte pas, que quelques caciques de la CGT, les dirigeants, pas les syndiqués que j'ai vus sur le terrain, que quelques dirigeants de la CGT se permettent de nous traiter d'extrême droite alors que tout est faux dans cette accusation. Il y a des gens de la CGT qui sont à la tête d'un syndicat qui est financé par la Confédération européenne des syndicats, financé par la Commission européenne. J'en appelle donc à un sursaut de la classe politique et médiatique française. Et quand je dis ça, ça n'est pas uniquement pour prêcher pour ma chapelle. D'ailleurs, si j'étais d'extrême droite, je n'aurais pas pu participer très pacifiquement et avec beaucoup de manifestations d'intérêt ou de soutien à la manifestation qui a eu lieu pour Mireille Knoll, pour lutter contre l'antisémitisme. Si on avait eu la moindre trace de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme, et j'en passe à l'UPR, nous serions en effet d'extrême droite. Ça n'est pas le cas. Et je trouve que la même chose devrait bénéficier, d'une certaine façon, à Mélenchon ou à Madame Le Pen. Il y a suffisamment à les critiquer pour ce qu'ils font par ailleurs. Moi, je reproche à Madame Le Pen et à Monsieur Mélenchon de ne pas vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce que je reproche, moi, c'est que l'Union européenne est une construction d'extrême droite. L'Union européenne est une construction qui a volé aux différents peuples d'Europe, et en particulier au peuple français, sa démocratie. L'Union européenne
nous pousse à des guerres illégales, nous pousse à un conflit avec la Russie. L'Union européenne est en train de détruire tous les acquis sociaux obtenus par les parents et les grands-parents. Ça, c'est une politique d'extrême droite. Ça, c'est une structure d'extrême droite. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même est fondée sur une espèce de racialisme qui ne dit pas son nom. Je suis le seul responsable politique à avoir dénoncé dans le principe même de la construction européenne l'idée nauséabonde selon laquelle il faudrait que les peuples d'Europe se réunissent pour faire face au monde arabe, à l'Afrique, à l'Asie. Ça, c'est une pensée qui, en soi, est une pensée d'extrême droite. D'ailleurs, j'ai été, et je conclurai là-dessus, reçu il y a quelques jours à l'ambassade du Sénégal par son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en France, M. Séné, ainsi que la veille, j'avais été reçu par le consul général du Sénégal, M. Diallo, qui m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux, l'un et l'autre, et avec lesquels j'ai pu parler des relations entre la France et le Sénégal, avec lesquels on a pu parler des relations, des situations économiques et sociales respectives, et qui ont porté un grand intérêt à la campagne présidentielle, qui avaient noté ma présence, et avec lesquels nous sommes tombés d'accord sur le fait que les perspectives pour la France au XXIe siècle vont bien davantage par des liens renforcés avec la francophonie, ce qui ne veut pas dire se couper, bien entendu, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Vous avez vu le soutien, on aurait pu d'ailleurs s'en passer pour le coup, le soutien de l'ensemble des pays d'Europe au Royaume-Uni sur l'affaire de l'espion russe. En réalité, l'avenir de la France est dans une collaboration, une coopération avec l'ensemble des pays du monde, à commencer par les pays de la francophonie, coopération avec l'ensemble des pays du monde, quelles que soient les religions, les couleurs de la peau, les ethnies. Tous les êtres humains sont d'égale dignité. La construction européenne, de ce point de vue-là, porte dans sa conception même l'idée que ce ne serait pas vrai.